mot qui est apparenté. C'est le lien, le joug. C'est le joug, c'est le même mot que le joug en français. Oui, parce que c'est les langues indo-européennes. Yoke en anglais, yoke en allemand. Oui. C'est l'idée donc d'un attelage. En fait, Ah, la vraie carrément. traduction, c'est attelage. Oui. C'est-à-dire deux chevaux, deux bœufs qui étaient mis sous un joug en bois. C'est une jonction. Jonction. Donc l'idée de jonction, alors évidemment après les yogis l'ont développé, ils ont dit c'est la jonction de l'être humain et du divin, de l'Atman et du Brahman, enfin ils ont fait des maisons autour de cette idée de jonction. Oui. Mais à l'origine, c'était le mot attelage qui était utilisé. Oui. Yoga voulait dire ça. Il veut dire aussi en sanskrit méthode. Ah oui, Donc il est bien clair que les différents yogas sont des approches méthodiques on va dire, de vécu humain transformé et éventuellement amélioré par la pratique, par la méditation, par la lecture, par le maître. mais le joug fait penser aussi à une forme de soumission quelque part. Alors, ça pourrait faire D'ailleurs, penser... vous savez que le mot islam veut dire soumission. Soumission, bah oui, ça pourrait faire penser à ça. Parce qu'il y a eu aussi, il y a eu une bonne trentaine d'années, des tentatives sectaires. Il y en a eu. Autour du yoga, il y en a eu. Vous pouvez nous en donner, enfin si c'est pas... Parce que vous êtes un peu historien du yoga. Il y avait des gens qui s'en servaient pour mettre sous influence leurs disciples. Oui, Ça a existé. d'accord. Alors le ménage a été fait. Bon. Et maintenant, les élèves se font plus piéger parce qu'ils connaissent un peu. On repère maintenant Oui. ce genre de danger. Oui, c'est bien. On a développé des Il faut quand même aussi reconnaître une chose, c'est que nous, qui sommes des Occidentaux, on peut être séduit, voire fasciné par ce qu'on trouve dans la tradition de l'Inde, où le respect du gourou, le respect de la hiérarchie est beaucoup plus développé, était beaucoup plus développé que chez nous. Donc il y a des jeunes qui partaient en Inde, fascinés par le yoga, etc., et qui étaient complètement mis sous le joug, c'est le cas de le dire. Oui, décidément, oui. Ah oui, il y a eu ça. Et ça, Mais alors, le il a joug, c'est fallu- aussi les animaux qui sont sous le joug. Ben, Le normalement, bœuf, notamment. Au départ, c'est un mot qui est utilisé, qui vient du vocabulaire agraire du passé de l'Inde. Il paraît que l'étymologie du mot travail, c'est aussi une forme de joug. Absolument. Le tripalium. Le tripalium, oui, voilà, oui, tout à fait. Oui, le travail, c'est pas forcément le plaisir. Hein. On peut pas faire sans, à mon avis. Et puis, une fois qu'on a trouvé quelque chose qui nous plaît, c'est un mode comment dirais-je, de vie qui est merveilleux. Alors, à votre avis, comment est-ce qu'on a découvert ou inventé le yoga? On ne peut pas le dire, c'est très ancien, il y a une ancienneté énorme autour des débuts du yoga. Moi je pense que c'est à relier tout ça au chamanisme. Oui. Et il y a des points communs évidents entre le chamanisme indien ou le chamanisme d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale, etc. C'est-à-dire en fait, c'est la façon dont l'homme humain se relie à toutes les formes de la nature. Oui. Voilà. Mais alors, ça a suscité une tradition orale, une tradition écrite. Au départ uniquement oral. Il n'y avait pas d'écrit. Pendant des siècles, même la langue sanscrite ne s'écrivait pas. Elle s'est écrite de diverses façons. Mais ça ne se perdait pas pour autant. Non, elle se perdait. Rien ne se perdait, puisque tout était appris par cœur. Mais les traditions étaient orales. Il a fallu attendre assez longtemps pour que la plupart des langues s'écrivent. Oui, oui, vous avez raison, bien sûr. Vous voyez. Et alors maintenant, évidemment, c'est complexe parce que quand on étudie par exemple l'Inde, ou qu'on étudie la tradition hébraïque, bon, il y a une écriture d'un côté et il y a une langue. On a les deux. Alors quelquefois, on connaît la langue parce qu'on a été élevé dedans, mais on ne connaît pas l'écriture, ou l'inverse. Alors moi, je dis toujours à mes étudiants, apprenez d'abord à bien prononcer la langue, quelle qu'elle soit. Ah. Ça, c'est fondamental. Il y a des vibrations importantes. Voilà. Et dans le yoga, dans la tradition de l'Inde, il est dit ceci, que si on prononce correctement le sanskrit, par exemple, les vibrations montent jusqu'au dieu. Si on prononce mal, ça s'arrête en chemin. Mais alors justement, comment restituer la bonne prononciation? Normalement, elle a été transmise. Elle a été transmise, normalement. Mais est-ce qu'il y a des critères qui permettent de voir que quelque chose n'a pas été bien transmis? Est-ce qu'il y a des signes que quelque chose n'a pas été bien... Si par exemple quelqu'un n'a pas étudié correctement, ou s'il a été ou elle a été manipulé par quelqu'un qui voulait essentiellement faire de l'argent, mais qui n'avait pas les bonnes bases, vous voyez. Oui.
c'est de moins en moins vrai. Mais le danger maintenant, ça n'est plus ça. Le danger, c'est au contraire le succès. Alors, bon, on va prendre le point par un autre biais. Le fait, par exemple, que nous ayons des chakras, Oui. ça préexiste au yoga ou c'est Ah oui, tout à fait. donc c'est une découverte d'un mode, d'une organisation Absolument. de notre corps. Ça, c'est un aspect passionnant du yoga. Les yogis ont découvert que le fonctionnement de la conscience et le fonctionnement de l'énergie étaient reliés. Et donc, quand on pratique une de ces techniques, on est dans un travail de conscience-énergie. Ça vous explique le nom qu'a pris mon ami. Mais alors, si on prend la tête de l'évolution, comment l'humanité aurait-elle développé cette organisation de son propre corps, en fin de compte, je veux dire. Est-ce que ça correspond à... Qu'est-ce qui a fait que l'humanité, anatomiquement, en quelque sorte, si on peut dire... C'est l'éveil de la conscience. Ah oui. Alors l'éveil de la conscience aurait généré ce genre de dispositif. Et l'éveil de la conscience n'est pas simplement dans le monde humain. Une partie du monde animal a aussi des éléments de conscience. Et dans le chamanisme, on dit que les végétaux aussi, on peut parler aux arbres, on peut se recharger, etc. Vous voyez. Ça, c'est l'aspect fascinant des anciennes cultures chamaniques qui ont traversé toute l'histoire du monde. Oui. Alors, quelle a été votre contribution à cette mouvance? Mes 3 livres déjà. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on pourrait résumer quel est l'enjeu de ces livres en fait L'enjeu de ces livres, c'est d'essayer de faire... C'est la trilogie. Oui, c'est une trilogie, effectivement. C'est d'essayer de partager avec mes lecteurs ce que j'ai trouvé à un moment donné dans ma vie. J'ai commencé tôt. J'ai commencé, j'étais dans ma vingtaine d'années. Donc il y a une cinquantaine d'années. Oh, vous êtes gentil. Vous êtes gentil, j'ai beaucoup plus. Un demi-siècle quand même. Voilà, oui, je suis un peu au-delà du demi-siècle. Et donc, ça s'est bien passé, ça m'a plu. Et puis, j'étais un homme de communication aussi, j'ai appris ces métiers-là. Et donc, au fond, je dirais pour conclure que toute l'aventure du yoga m'a intéressé parce qu'elle est originale, dans tous les sens du terme, elle est originale et elle est des origines. C'est pour ça que je vous ai dit, le chamanisme n'est jamais loin dans ses pratiques. Alors si on prend votre parcours, monsieur Roux, donc finalement, à un moment donné, vous vous êtes dit, là je vais pouvoir apporter quelque chose. Et c'est pas forcément en le pratiquant. Mais si, il faut pratiquer. Oui, mais enfin je veux dire... Je pratiquais pour moi. Oui, mais je veux dire que comment avez-vous défini ce que vous pouviez apporter à ce milieu? Ce sont mes interlocuteurs qui m'ont proposé des sujets à traiter, des conférences en me disant est-ce que tu te sens prêt pour venir par exemple animer un séminaire. Ça fait déjà longtemps qu'on vous a fait cette demande. Vous êtes déjà dans cette... Je suis dans cette mouvance depuis assez longtemps. Et vous-même, ça fait longtemps que vous écrivez, qu'on vous attend de vous. Vous êtes un peu le représentant du monde yoga. Ce livre-là est sorti en 95, celui-là en 2000 et celui-là en 2007. Oui, donc ça nous renvoie effectivement à une vingtaine d'années. Oui. Donc vous êtes le porte-parole un peu du monde du yoga. J'ai été un peu ça, oui. Et pour conclure, ce qui m'a intéressé dans le yoga, j'étais un étudiant, j'étais un intellectuel, tout ça, ça allait très bien. Sauf que je me disais, comment fait-on pour mettre en relation toute cette culture qui est la culture humaine et le corps que nous avons. Le corps que nous avons, qui a besoin de se nourrir, de dormir, de bouger, et puis qui meurt un jour, etc. Il y a une grande problématique autour. Et là, j'ai trouvé des réponses dans le yoga, car les yogis s'intéressent beaucoup au vécu du corps. C'est ça qui m'a plu. Donc pour terminer, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, qu'est-ce que c'est que cette notion de micro-méditation quand vous allez faire un atelier dans une heure? Je vais essayer de repartir de la problématique de la méditation, grand sujet à la mode, succès interplanétaire, etc. Sauf qu'en Occident, le temps passant, on a toujours aussi peu de temps. Voilà. Et comment peut-on faire tenir des méditations dans notre mode de vie? Alors, je vais dire, il y a des techniques que moi j'ai découvertes par hasard, ce que j'appelle la micro-méditation. C'est-à-dire que, mon ami en est le témoin, je ne me couche jamais où que je sois dans le monde sans m'asseoir dans un état dit de méditation, un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est pas la mort, c'est pas la mer à boire. On pourrait dire que d'une certaine manière, ça équivaut
à une forme de prière, au fond. Tout à fait. Et Comme chez les musulmans qui font des prières pendant très peu de temps, finalement. Et d'ailleurs, il y a des moments où cette méditation devient presque religieuse. Oui. Ah oui. Pas tous les soirs. Pas tous les jours. Mais alors, cela dit, ce mot méditation, François Roux, on l'emploie beaucoup, mais on ne nous dit jamais exactement de quoi il s'agit. Et pour cause, parce qu'on ne donne pas son étymologie. Or, son étymologie est absolument fascinante. C'est le même mot que médication. D'accord. La méditation et la médication sont les deux versants. C'est-à-dire que le médicament, le médecin, la médecine nous guérit, cherche à nous guérir. Oui. Et la méditation veut faire la même chose avec notre psychisme, ah oui, j'avais notre pas pensé émotionnel. À cette connexion. Donc le méditant est quelqu'un qui se soigne. Oui. Et donc, qui se restaure, qui se répare. Voilà, par le silence, par les sons, par la beauté d'un paysage, oui. etc. Et nous voyons bien que la vie... C'est une sorte de purification à la limite peut-être. Purification. Nettoyage. Et surtout calme. Oui. Calmer. Oui, mais ça veut dire aussi nettoyer un peu le mental. Oui, parce que le mental il cavale. Oui. Et puis plus on est dans une civilisation, regardez tout ce qu'on a inventé comme outil ces dernières années. Oui. Tout le domaine du numérique, c'est énorme. Donc d'un côté il y a l'outil extérieur, oui. Et il y a aussi apprendre à utiliser l'outil intérieur. Et au fond, on pourrait dire que la méditation, et en partie le yoga, c'est un outil intérieur. Voilà. C'est une très bonne définition. Ouais. Effectivement, il y a une guerre entre ces deux plans. Il y a une tentation. Normalement, il vaudrait mieux. On est plus autonome quand on travaille avec ces outils intérieurs que si on dépend d'un objet. Oui, ou alors de médicaments, carrément. En plus. Combien de gens maintenant se Là, vous me parlez tout à l'heure de médication, mais là, c'est une auto-guérison, quelque part. Oui. C'est le médicament intérieur. En principe, un yogi ne prend rien. Hein. Oui. Il ne prend pas de gouttes pour dormir, il prend pas... Bon, s'il tombe malade, il va se soigner, mais les exercices lui suffisent. Alors, ou l'état intérieur. Et alors, finalement, vous avez évoqué la question de l'alimentation. Oui. Est-ce que vous avez des remarques à faire sur ce sujet ? Sur ce qu'on doit manger, quand doit-on manger, où manger. Il n'y a pas forcément des règles contraignantes, mais comme dans toutes les cultures du monde, il y a une culture de la nourriture. Oui. On la trouve dans notre tradition, on la trouve dans la tradition juive, la tradition musulmane, évidemment. Oui. Et même chez nous, les Français sont, paraît-il, des gens qui aiment la table. Ok, mais il y a des règles. Et la nourriture, au fond, pour l'Inde, elle est quelque chose d'étonnant. Ils disent, vous êtes ce que vous mangez. Oui. Donc, on est obligé de faire attention. Est-ce qu'à votre avis, le corps peut nous dire si ce qu'on lui donne lui convient ou pas? Ah oui. Il le dit. C'est comme ça qui est important. Il le dit. Oui. Il nous le dit comment? Par le bien-être ou la maladie. C'est ça. Ouais. Le jeu de mots moderne, le mal a dit. Hein, ah oui, je ne connaissais pas, oui. Eh ben, ça explique bien. Donc c'est comme ça qui est important. Parce que les gens peuvent avoir des tas de théories sur la nourriture, mais en fin de compte, on voit bien que leur corps n'est pas content, n'est pas satisfait. Voilà. Ou alors il est content. Et dans certains cas, ce qui nous fait du bien, c'est la non-nourriture. Je suppose que par exemple, vous allez quand même me dire qu'il vaut mieux manger un fruit qu'un biscuit, par exemple, non? Oui. C'est mieux. Qu'une mère, on ferait mieux de donner plus de fruits à ses enfants que des croissants. Tout à fait. On est d'accord là-dessus. Et puis, c'est important de faire attention à la quantité aussi. Ah oui. Il est préférable de manger des petites quantités de temps à autre que de s'empiffrer et d'être... Oui. Il vaut mieux grignoter. Sonné, oui. Endormi, abruti. On peut se maltraiter en mangeant trop. Tout à fait. Combien de gens se tuent avec la nourriture? Oui. Je crois que... C'est un sujet ancien. Regardez les caricaturistes du 19e, Daumier, etc. Oui. Ces énormes mangeurs. Oui, bien sûr, voilà. Bon. Oui. C'était le siècle matérialiste par excellence, le 19e. Nos grands-parents faisaient des repas pléthoriques. Déjà à l'époque de Rabelais. oui, ça commençait. Et sous Louis XIV aussi. Oui, bien sûr, on n'arrive même pas à imaginer comment ils pouvaient manger. Alors après, il y avait des conséquences. Là, il y avait les Romains qui vomissaient. Voilà. J'ai ma dentiste chez qui j'étais hier, qui s'occupe de mes dents, et elle me disait que Louis XIV avait toutes ses dents à 38 ans, et 10 ans après, à 48 ans, il les avait toutes perdues. Oui. Vous vous rendez compte de l'ambiance de l'époque? Mais c'est quoi, à votre avis, de 48 ans, roi de France. Oui. Il n'avait plus de dents. Oui.
édenté, comme dirait, sans dents, comme dirait Hollande. Et il n'y avait pas tous les appareils qu'on a inventés depuis. Les gens devaient souffrir dans leur corps. Alors je vois que vous avez un intérêt pour la langue française aussi. Oui. Je vois une langue française, une subtile musicalité. Ça c'est mon éditeur qui m'a dit. Oui, mais enfin c'est peut-être pas... Ça veut dire quoi? C'est que votre façon d'écrire, c'est que vous n'écrivez pas sur la langue française, vous écrivez en français. Mais vous n'avez pas de choses à dire sur le français. Pas spécialement, sauf que c'est une langue que j'aime profondément, oui. Qui a été ancrée dans le latin et le grec. J'ai fait du latin et du grec et maintenant du sanskrit depuis une trentaine d'années. Oui. C'est bien le sanskrit aussi, c'est une belle langue, très belle langue. Oui, en quoi c'est... Chaque langue, ça vous enseigne quoi l'apprentissage du sanskrit? Les racines verbes. Oui. Que nous n'avons pas dans notre culture, oui. Mais qu'on trouve dans d'autres cultures. Nous avons des formes verbales, mais nous n'avons pas de racines verbes. Le sanskrit est bâti sur les racines verbes. Alors c'est extraordinaire parce que quand on a une racine verbe, on a toute l'arborescence qui se construit dessus. Un peu comme dans l'hébreu, je crois qu'il est construit comme ça aussi. Des racines. C'est vrai que l'anglais est une langue très hybride à ce côté-là, qui est très mélangée, c'est une langue... Parce que ce sont ce qu'on appelle des langues communes, des prakrits. Oui. Ce ne sont pas des langues sacrées, l'anglais n'est pas une langue sacrée, non. Même le latin n'est pas une langue sacrée. Ouais. Le sanskrit en est une, par contre. Bon, on va terminer donc cette notion, alors donc finalement, pourquoi parlez-vous de la source océane alors? Parce que la source, c'est le début de la vie, et toute source, a priori... C'est un mot qui vous parle, le mot source. Oui, toute source, a priori, est fascinée par l'océan, vers lequel elle retourne. Oui, oui. C'est-à-dire que l'océan, c'est la connaissance, au sens le plus large, et la source, c'est ça d'où nous venons, nos parents... C'est l'alpha et l'oméga, en fait. Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans notre tradition, l'alpha et l'oméga, c'est très utilisé. D'accord. Dans certains lieux de culte, on a l'alpha et l'oméga. Tu as vu à quel point il est équipé, il a sorti un petit téléphone jaune. Voilà. Oui, il ne faut pas grand-chose. Je expliquais tout à l'heure à un monsieur qui disait « Ah oui, on peut pas... » Il avait développé une grosse structure. Je lui dis « Mais vous ne faites pas de vidéo ?» Il dit « Ah, la vidéo, c'est très compliqué, c'est très cher. » Je lui dis « Mais c'est très facile, la vidéo. C'est très très facile, c'est très simple. » Voilà. Alors, je peux le donner à monsieur, pas celui-là, mais un autre. Quels sont on va donner les références de votre structure aussi. Et c'est qu'on va faire aussi, on va faire un site. Comment? On va faire un site. Oui, vous pouvez le mettre.